Salut Nicrae, c'est Marvin, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec Catherine, Marie-Laurence. Alors, qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que c'est Fashion Revolution? Alors, Fashion Revolution, nous sommes le bureau français Fashion Revolution France de l'ONG internationale. Moi, je suis aussi membre de Fashion Revolution France et je suis en charge du contact avec les écoles, de ce qu'on appelle la commission éducation. Et ça a apparu en Angleterre, en quelle année? Le 24 avril 2013, l'effondrement du Rana Plaza, c'est une usine sur plusieurs étages. Un immeuble donc, qui s'effondre sur les ouvriers qui travaillaient à l'intérieur. Et c'est un scandale international. Et en Angleterre, deux créatrices de mode éthique ont lancé sur Instagram le hashtag Who Made My Clothes, qui a fait mes vêtements en s'adressant aux marques, puisqu'on avait trouvé des étiquettes de marques internationales dans les décombres. Est-ce que tu as été appelée par la Fashion Revolution ou est-ce que tu as choisi justement de... Est-ce que j'ai été appelée par la Fashion Non, Revolution? est-ce que tu as été... Moi, je suis journaliste de mode depuis 30 ans et je me suis spécialisée en environnement à un moment donné, en 2007, et donc forcément, avec mon passé mode, en mode responsable. Le 24 avril, c'est la date anniversaire de cette catastrophe. Et au niveau mondial, on fait une Fashion Revolution Week autour de cette date du 24 avril. On essaie de donner la bonne parole et d'amener avec nous le maximum de gens, toi les étudiants et les élèves, nous l'ensemble des citoyens. C'est un mouvement, c'est un collectif citoyen au départ. C'est devenu une ONG un peu plus structurée, avec 14 pays principaux et plus de 100 pays avec des collectifs. La France, c'est un des bureaux principaux de l'ONG. Ça prend de l'ampleur. Est-ce qu'il y a vous avez remarqué une évolution, une grosse évolution ces derniers temps ou est-ce que ça a été plutôt progressif, assez régulier? Disons, avec le confinement, oui, ça a été un boom. Oui, ça a monté au fil des époques, au fil des années. Mais là, le confinement, on a vu l'explosion des gens qui venaient vers nous, qui se posaient la question. En plus, avril, c'était très proche de la date du 11 mars. Donc les gens avaient le temps de trier leur vestiaire. Ça, c'est parmi nos suggestions. Commencer par trier son vestiaire, voir ce qu'on a envie de porter, de plus porter. En général, les gens portent 30% de leur vestiaire, les 70% restent dans l'armoire. Donc voilà, la première action de Fashion Revolution, c'est de faire que les gens portent leurs vêtements ou les réparent, les upcyclent ou les transmettent, les troquent, les remettent dans la circulation. D'accord. Donc oui, cette année, on a doublé le nombre d'abonnés sur Instagram. Super. En 3 mois. Super. Ce qu'on remarque surtout, c'est que la jeune génération, je sais pas, on peut dire de 15 à 30 ans, s'intéresse à ces sujets parce qu'elle s'intéresse à l'écologie de manière générale et que du coup, par différentes voies et notamment par la voie de la Fashion Revolution, ont compris que les textiles, l'action de produire des textiles de mauvaise qualité et de les laisser ensuite dans la nature où ils ne se décomposent pas parce qu'ils ne sont pas compostables, elle a compris que ça faisait partie du fléau. Et quand on rajoute à ça en plus la souffrance humaine qui est liée à ça, parce que cet immeuble, c'est les vibrations des machines à coudre qui ont fait s'effondrer l'immeuble, parce que les étages supérieurs, il n'y avait pas eu de permis de construire. Donc un travail avec les droits sociaux bafoués complètement. Et là, les jeunes, je dis jeunes par rapport à ma génération à moi, ont cette conscience vraiment de façon beaucoup plus aiguë en fait. Est-ce que vous vous êtes posé la question du pourquoi peut-être cette génération-là et pas une autre s'est réveillée à ce moment-là? Parce qu'on voit le résultat négatif d'une planète polluée. Ouais, je crois que le changement climatique, il est vraiment très très visible aujourd'hui, et bien peut-être un petit peu plus, même si ça fait depuis les années 70 qu'on en parle. Et moi je me souviens de mes premières manifs quand j'avais 15 ans. On manifestait contre le nucléaire, on manifestait déjà contre la chute de la biodiversité, et puis ça s'est amplifié. Et là aujourd'hui, nos lits brûlent, hein, comme dans la chanson de Midnight Oil. C'est pas nos lits, c'est les forêts, mais c'est pareil, les forêts c'est notre planète, notre terre-mère, et la biodiversité qui va avec. On fait partie du vivant, donc il est
temps de s'en rendre compte et d'essayer de... alors nous on dit choisir mieux, acheter moins, mais consommer moins de manière générale et surtout d'une façon moins compulsive. Et produire moins. Et produire moins, extraire moins, oui. On ne peut pas vivre sur une planète qui est finie avec une croissance infinie. Ça, je crois que tout le monde l'a compris. Et puis les jeunes générations qui arrivent, c'est leur avenir quand même. Et là, ils voient que déjà le présent, c'est pas top. Alors l'avenir... Ils sont très bien informés en fait. Ouais. Il y a aussi, maintenant il y a beaucoup d'informations, depuis longtemps. Les jeunes ont accès à toute cette information-là. Et je pense que vraiment il y a une prise de conscience il y a une peur aussi. Oui, et puis ce confinement, ça a été vraiment le bouton stop. Quels sont les événements que vous avez organisés autour de Fashion Rep, si vous en avez peut-être en tête? Au début, c'était une journée. D'une journée, c'est passé à 2-3 jours et à une semaine. Et dans cet espace-là, temps, il y a eu plein de choses. Des tables rondes pour expliquer, des sensibilisations, des manifestations dans la rue avec des pancartes, etc. Interpeller les marques sur les réseaux aussi, ça c'est très important. Des ateliers d'upcycling dans les écoles, notamment, il y en a eu plusieurs. Au niveau des écoles, justement, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais du coup? Alors de façon la plus simple qui soit, il y a des membres de Fashion Révolution France qui travaillent dans des écoles, donc qui ont commencé à faire des choses avec leurs étudiants, les sensibiliser, notamment aux matières. Ensuite, on a contacté intentionnellement des écoles pour leur proposer de leur mettre à disposition, soit d'intervenir, soit de leur mettre à disposition des documents comme des petits quiz qu'ils pourraient faire avec leurs élèves. Et là, maintenant, beaucoup d'étudiants et d'associations d'étudiants viennent à notre rencontre et nous demandent de les rencontrer pour commencer eux-mêmes à mettre en place des choses dans les écoles. Donc nous, notre travail, entre guillemets, c'est de mettre à disposition des documents ressources, de les aider à comprendre ce que c'est que la Fashion Révolution, de répondre à toutes les questions, de les accompagner s'ils font une action dans leurs écoles, d'accompagner au niveau de cette action-là. Oui, parce que la Fashion Révolution, c'est quand même un mouvement d'activistes. Donc on est là pour faire prendre conscience, mais on est aussi là pour interpeller les marques, ok, ça c'est déjà une chose. On est aussi là pour interpeller les politiques sur les changements de loi, sur les problèmes de syndicalisation en Asie ou dans Bangladesh, dans ces pays où il n'y a pas de syndicalisation. Nous, de notre côté, nous, on les aide, on est là en support pour diffuser l'information, avec des outils comme l'index de transparence, par exemple, le livre blanc qui vient de sortir et qu'on vient de traduire parce que tous les documents sont en anglais, qu'on vient de traduire en français. Le livre blanc, dont le titre est « Pourquoi a-t-on toujours besoin d'une Fashion Révolution ?» Au bout de 7 ans, depuis cet événement du Rana Plaza, oui, on en a encore plus que jamais besoin, parce qu'il y a toujours des gens malmenés dans les usines, le droit des femmes bafoué, le harcèlement sexuel, et jusqu'à l'esclavage moderne, par exemple dans le cas des Ouïghours, donc ils sont cette population déplacée en Chine, déplacée dans des camps de travail, où on va jusqu'à faire du trafic d'organes sur ces prisonniers. D'accord. Et du coup, vos objectifs là, on va dire dans l'année ou alors, dans les années qui suivent? Premier objectif, ça c'est hyper important, je ne sais pas quand cette vidéo va paraître, mais le 3 octobre, il y a une grande manifestation pour les Ouïghours avec le député Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé. Et ensuite, on va envoyer le livre blanc qui explique donc 5 ans de travail de notre ONG aux gouvernants français, donc aux députés, aux sénateurs, aux membres du gouvernement, aux maires, enfin à toutes les personnes qui peuvent faire bouger les lignes. Et voilà, il faudra... Aux décideurs. Aux décideurs politiques. Aux fédérations. Est-ce que c'est difficile justement d'arriver justement à ces décideurs-là et à les convaincre En France, c'est pas très difficile puisqu'on est le premier pays au monde à avoir créé la loi sur le devoir de vigilance qui est sortie fin 2017, et qui va être débattue à la Commission européenne cette année pour l'ensemble des pays européens. Donc c'est la France qui a donné l'impulsion. La loi sur le devoir de vigilance, je suis désolée, c'est un peu politique, mais c'est une loi qui impose aux grandes entreprises de plus de 5000 personnes en salariés à
à vérifier leur chaîne de valeur et les fournisseurs de leurs produits. Donc c'est une loi contraignante, qui n'est pas contraignante financièrement pour l'instant, mais qui va le devenir, on l'espère. Et donc qui va s'aimer depuis la France sur toute l'Europe. Donc ça, cette année, c'est vraiment un truc important. C'est l'année quoi. C'est l'année. En fait, les décideurs, que ce soit les fédérations, enfin les organisations professionnelles ou les hommes politiques, savent eux que la mode c'est une industrie en fait, hein, c'est pas uniquement les défilés et les froufrous, voire les frivolités et ça. C'est des milliards de chiffres d'affaires. Voilà, savent que c'est une industrie, donc de ce point de vue-là, ils s'y intéressent. Donc que cette industrie devienne plus vertueuse dans le respect des droits humains et le respect de la planète, forcément ils s'y intéressent. D'accord. Par rapport aux marques et aux grandes entreprises, votre point de vue sur le greenwashing? On n'a jamais autant parlé de mode éthique, c'est pas la première vague, hein, depuis la fin des années 90, au début de la fast fashion. C'est la troisième vague de mode responsable, de mode éthique. On espère que c'est la bonne. La jeune génération pense être la génération climat, mais bon, il y a eu d'autres activistes avant, hein, des gens comme Greenpeace, les WWF, toutes ces ONG, et puis toutes les autres ONG d'ailleurs. Je crois que les grandes entreprises de mode, notamment les grandes entreprises de mode de fast fashion, c'est-à-dire cette mode rapide, courte, avec des délais de production réduits et des produits de très très mauvaise qualité, mais tendance, ont compris que maintenant la mode durable était une part de leur marché, en fait. Donc c'est là où le greenwashing intervient, c'est-à-dire comme ils ont compris, ils se donnent une image verte. Ils sortent un slogan magnifique, ils pondent un ou deux produits ou une petite ligne parmi les dizaines d'autres qui effectivement qui respectent les critères de la mode écologique, mais c'est tout. Donc en fait, moi je crois que le consommateur va devoir être extrêmement vigilant et poser des questions pour savoir si vraiment la basket qui a été créée à partir du plastique récupéré dans les océans, combien il y a de plastique récupéré dans les océans dans cette basket, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui même il y a quelques applications aussi qui naissent comme Clear Fashion. Clear Fashion, qui aide à ça. Aussi, ouais. Et je trouve ça intéressant maintenant, on a cette chance-là. Est-ce que vous croyez en une mode vraiment 100% écologique? Est-ce que vous pensez que ça peut... à petits pas, ça serait bien d'y arriver, mais on va pas y arriver. Il faut définir ce que ça veut dire, mode écologique. Déjà, il y a plein de termes. Il y a mode durable, slow fashion, mode écologique, mode éthique. Il faut déjà tous ces termes-là, sur notre compte Instagram, on essaie de donner des définitions. Il y a quand même beaucoup de projets qui sont en train de naître autour de la seconde main, c'est-à-dire... nous, quand on était étudiants, on s'habillait en seconde main, on s'habillait aux puces, dans les boutiques vintage, voilà. Donc ça, c'était notre génération, c'était tout à fait normal. Puis ça a disparu parce que l'arrivée de la fast fashion. Parce qu'on pouvait trouver des vêtements, comme tu as dit tout à l'heure, tendance, de mauvaise qualité, mais peu importe, puisque pas cher, donc on peut en acheter, en racheter, voilà. C'est pas du tout une façon dont nous on voit l'utilisation d'un vestiaire ou comment on doit traiter le vêtement, qui est quand même notre enveloppe, la façon dont on se présente au monde et qu'on devrait traiter avec respect. Je pense qu'on a de toute façon des tonnes de déchets et qu'il va falloir qu'on travaille avec ces déchets pour les recycler d'une façon ou d'une autre. On peut recycler les textiles pour l'isolation dans le bâtiment, enfin il y a plein de façons de le recycler et faire d'autres choses avec. Je pense que c'est pas réellement un choix qu'on a maintenant. Je pense que c'est une vraie nécessité et que entre produire des vêtements avec des matières plus naturelles qui sont ensuite compostables ou compostables, parce que j'ai oublié le mot, et biodégradables, voilà, et travailler avec les déchets qu'on a déjà en recyclant des fils et en diminuant petit à petit le polyester qu'il y a là-dedans. Déjà, c'est un boulot énorme. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça la mode plus écologique? Oui, forcément, mais est-ce que
Quand est-ce qu'on pourra dire qu'il n'y aura qu'une mode écologique? Je crois que c'est quand on aura pris la décision de sauver notre planète, ça va avec. Hein. C'est dans le même paquet en fait. Ouais, je pense qu'on arrive vraiment au pied du mur. Là. Exactement. Ah oui. On est au bord de la falaise. Exactement. Il vaut mieux le choisir avant que ça ne soit choisi pour nous. Humainement, à l'état vraiment global de l'humain, vous pensez que quel facteur il faudrait changer de l'humain aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il faut que les gens ils y croient et qu'ils n'aient pas peur. Je pense que c'est très important de se dire que c'est possible et que c'est pas si... Et que c'est très créatif en fait. De voir la créativité dans ce changement de civilisation. On est en train de changer de monde. Alors on dit le monde d'après, oui, non, mais non. C'est notre évolution perpétuelle. Depuis le début de Sapiens, on a évolué. Donc là, c'est une sorte d'évolution différente de ce qu'on a vécu ces 50 dernières années. D'accord. Je ne sais pas s'il faut changer quelque chose dans l'être humain ou s'il faut réveiller quelque chose, pas plutôt réveiller quelque chose qui existe déjà. Ouais, qui était là, depuis toujours. Qui était là et qui, pour différentes raisons, s'est peut-être assoupi, on va dire, pour allumer les braises. Mais l'être humain, il est capable de beaucoup. Ouais. Il est capable du meilleur. Et c'est ça qu'il faut entretenir, réveiller et entretenir. C'est aussi le but justement d'Incred, de mettre ça en avant et de parler directement à la nouvelle génération pour leur dire vraiment qu'on en est là et qu'il faut croire aux actions et au vivre ensemble. Et justement par rapport à ça, moi en discutant avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup de stylistes, de couturiers, de beaucoup de monde différents, j'aime pas trop conclure sur les trucs, mais je dirais que je pense la perception des choses, il faudrait la changer. La perception de comment on voit les choses par rapport à la société, par exemple le regard des autres. Quand on fait une action et qu'on a peur, parce que comme vous disiez, on a peur peut-être du regard des autres aussi, de prendre une action et de dire je vais me faire juger pour ça. Et aujourd'hui, vu qu'on c'est un peu le dark side des réseaux sociaux en fait. C'est très bien parce qu'on communique très vite les choses, on a vite les informations, on peut vite se réunir autour de quelque chose. Mais à côté de ça, ça crée la comparaison. C'est un peu le piège en fait. C'est le regard des autres, c'est devenu important pour certains. Et je le dis jamais assez souvent, mais faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et, les vraies actions, ils sont là, on en parle, et que c'est important d'être conscient de ce qu'on fait en fait. C'est un outil. Tout comme ce fonctionnement de société, c'est un fonctionnement de société qui a été créé, c'est comme un mythe. On pourrait se dire qu'on pourrait passer à un autre mythe. C'est le mythe du capitalisme patriarcal. Donc il faut passer effectivement à un mythe plus créatif, plus joyeux, plus collaboratif, moins extractif, plus inclusif, très important l'inclusion, l'égalité des chances, l'égalité des sexes, je ne sais pas comment on peut le dire, mais oui, l'égalité. Aller au-delà de ce qui est accepté comme vérité absolue. Ouais. Accepter le changement, je pense aussi. Ouais. C'est important aujourd'hui, tu vois, accepter. Puis ne La pas confiance. se laisser limiter par ses peurs, comme tu disais tout à l'heure, parce que les peurs, c'est limitant. C'est des fausses informations qu'on se met soi-même dans le cerveau. Donc si on a envie de quelque chose, on le prend. On y va, on le propose, on partage. C'est là où les opportunités arrivent. Ouais. Ouais, c'est cool. Est-ce que vous avez une petite anecdote sur la mode ou quelque chose qui vous a marqué? Alors moi je vais reparler du Rana Plaza. Moi ce qui m'a marqué dans le Rana Plaza, c'est que c'est le Titanic de la mode. D'accord. C'est le même nombre de morts à un siècle près. Le Titanic c'est 1912, Rana Plaza 2013. 1300 morts, alors 2500 blessés au Rana Plaza, Titanic, je pense qu'ils sont tous morts, donc il y a eu quelques rescapés, mais pas beaucoup. Mais en fait, c'est un petit bout de l'iceberg, ce Rana Plaza, avec tout ce qui reste en dessous à découvrir, malheureusement, de malheur social et de gens qui vivent en dessous du niveau de pauvreté partout dans le monde pour qu'on puisse remplir nos armoires. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais ce que je trouve important en ce moment, c'est qu'on revient au savoir-faire, en fait. On a parlé, atelier de réparation, entretenir son vestiaire, etc. Et il y a pas mal de projets
qui vise à ramener ces savoir-faire manuels et ces métiers manuels auprès de la jeune génération, que ce soit dans l'éducation classique ou que ce soit par le biais d'associations. Et ça, pour moi, c'est important, parce que le faire est important. Et de revenir au faire est important. Donc moi, j'aime tout ce qui est autour de ça. Un beau tissu sur un métier à tisser, ça m'émeut. Quand je vois un étudiant qui révèle sa créativité, c'est pareil. Une belle exposition qui raconte l'histoire de Martine Margiela ou de Marie-Françoise Girbeau, je me rappelle de celle-ci notamment. C'est pareil, je trouve ça incroyable parce que ça remet en avant des savoir-faire qui existaient. Certains ont été sauvés et ont perduré, et d'autres ont été perdus, mais on est en train d'essayer de les récupérer. Alors, c'est pas vraiment une anecdote, mais oui, c'est un sentiment. En plus, ce qu'il faut, il y a bien sûr les racines d'où on vient, mais il y a aussi ce vers quoi on se projette, comme la Fashion Tech par exemple. Alors il faut connaître nos racines pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir encore, et de nouvelles matières, de nouvelles façons de concevoir les vêtements, mais ne pas oublier d'où on vient. C'est hyper important. Pour tout, hein. Ouais. Ah non, c'est sûr. Et la fashion tech ne s'oppose pas à une mode durable. Non. Parce que les acteurs de la fashion tech sont très 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 intéressés par l'écologie, même si parfois ils soudent, ils manipulent. Ils sont un peu avec de la technologie, mais ils sont aussi très engagés dans la mode durable. Oui, c'est ça, je pense qu'on peut tous travailler ensemble si on le veut vraiment. Est-ce que par rapport, je me posais la question, par rapport aux autres pays, vous aviez dit où il y a la Fashion Revolution aussi, est-ce que vous avez remarqué la même évolution, ou est-ce qu'il y a des différences entre certains pays? Alors il y a des pays, nous on est un tout petit pays, hein, la France, on n'est pas un continent, parce qu'il y a des pays comme le Brésil, qui est huge, énorme, Fashion Revolution USA aussi, c'est pareil, c'est des pays gigantesques. Nous, en Europe, on a plusieurs bureaux, donc nous on est un tout petit pays, mais oui, une grosse évolution en 7 ans, heureusement, hein. Il y a énormément de travail qui a été fait. C'est vraiment, Fashion Revolution, c'est vraiment de la pédagogie, de l'éducation. Donc voilà. Le Brésil, par exemple, ils font un travail formidable. Ils ont leur propre index de transparence lié aux marques brésiliennes. Ils ont des conférences au plus haut niveau de l'État. Ils sont bien installés. Et, le Mexique aussi. Alors nous, en Europe, le pays le plus actif depuis le début, en fait, il y a 2 pays, c'est l'Italie et l'Allemagne. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la Fashion Revolution? Beaucoup d'adhésion. On va lancer notre campagne d'adhésion, donc beaucoup d'adhésion. On a plein d'idées, on a plein de projets, on a besoin de nous aider à les réaliser. On a besoin non seulement des sous qui vont avec, on a besoin d'énormément d'argent, parce qu'on est tous bénévoles, mais les adhésions, ça permet d'organiser des événements, et puis surtout de gens qui veulent s'impliquer dans les commissions, donc la commission politique, le lobbying citoyen, l'éducation, qu'est-ce qu'on a encore, le fundraising, enfin, on a beaucoup de choses à faire, et voilà, on est assez peu nombreux pour l'instant. Et comment on fait pour se proposer, pour proposer son bénévolat? Alors on a un email, c'est france@fashionrevolution.org. On aura bientôt un micro-site en français sur le site mondial. D'accord. Et notre Instagram, c'est FashRev France. D'accord. Vous avez des partenaires, il me semble? Alors, on est en train de mettre en place des partenariats, oui, notamment sur le mois de septembre avec le hashtag Second Hand September. Mais ils sont encore en pourparlers, donc mais oui, on met en place des partenariats, mais ça sera dévoilé plutôt l'année prochaine. Okay. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci pour cette transmission, cet échange. Je pense que c'est important de le faire aujourd'hui. Ça fait partie des petits coups de pouce et des petits leviers qui aident à faire évoluer les choses. Donc voilà, donc, j'étais content de vous Très bien. Merci. Merci Marvine.